Nous avons 1000 choses à nous dire. D'abord, nous présenter des vœux, puisque là, le 31 janvier n'est pas encore arrivé, on a encore le temps, mais enfin, il est quand même un peu temps. Et c'est une année où on va pouvoir préparer une année encore plus importante d'un point de vue politique, qui est l'année 2020, qui est normalement l'année où on pourra se débarrasser, si on a de l'inspiration, du courage et de la persévérance, de tous les problèmes qui accablent notre ville, sans en prendre de nouveaux, sous une forme marchande ou non marchande, puisque vous savez que se noue en ce moment un même scénario qui avait été concocté pour la France en 2017, à savoir le remplacement finalement de Hollande par une sorte de Hollande reconditionné, un nouveau modèle, donc avec Benjamin Griveaux, parce qu'on sent de plus en plus que c'est le candidat qui va être présenté par La République En Marche, qui est censé représenter, en fait, prendre une fausse relève après l'échec d'Hidalgo, qui est un échec retentissant, mais qui va évidemment ne pas l'arrêter, puisque elle a commencé à lancer sa campagne pratiquement aujourd'hui même, et elle va monter en puissance de plus en plus. Et la première chose qu'on peut dire sur cette situation politique, j'entre directement dans le vif du sujet, c'est que les gens qui enterrent Hidalgo rapidement en pensant que son bilan est accablant, et effectivement, on ne va pas répéter tout ce qu'on se dit depuis très longtemps, à savoir le bilan qu'on a sous nos yeux de la circulation, le bilan de l'urbanisme, le bilan financier, enfin, tout ça est désastreux, mais ça ne l'empêchera évidemment pas de se représenter, ça ne l'empêchera pas de se représenter avec des chances non nulles de pouvoir l'emporter. Pourquoi? Parce qu'elle est assise sur un socle clientéliste extrêmement puissant, fondé sur les logements qui ont été, les préemptions qui ont été faites de manière massive depuis 2001 maintenant. Il y a des dizaines de milliers de nouveaux électeurs qui ont été installés dans des tas d'arrondissements. Et il y a peu de temps, il y a eu quelque chose d'assez effrayant qui a été révélé. Finalement, la mèche a été vendue par le maire du 13e arrondissement, Jérôme Coumet, qui navigue un petit peu entre la République En Marche et le Parti Socialiste. Il a dit, mais parce qu'il y avait un scandale sur un logement social qui avait été attribué à une ancienne élue socialiste, il a dit, mais que voulez-vous que moi j'y fasse? La moitié des logements dans le 13e arrondissement sont donnés par la ville ou par l'État. Dans le 13e arrondissement, c'est le 3e le plus peuplé de mémoire de Paris, le 3e ou le 4e. Et donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a des macronistes là qui sont arrêtés par le service d'ordre extrêmement sourcilleux d'Aimé Paris. Et non, c'était, je ne sais pas, c'était un divertimento. Donc, bienvenue à tous. Je vais redonner ensuite le mode d'emploi de la soirée. Oui, bien sûr, installez-vous. Donc, on est dans une situation où Anne Hidalgo a été, je parle de politique tout de suite, enterrée un peu vite parce qu'elle a un socle clientéliste. Et nous, quand on fait des distributions de tracts, je reviendrai ensuite sur les différentes actions militantes qu'on a pu mener, eh bien, je suis quand même assez étonné par le fait que on entend souvent parler d'Hidalgo, il y a des gens qui nous disent « mais non, mais finalement, ce qu'elle fait, c'est pas si mal, c'est la mère courage, elle lutte contre l'automobile, Enfin, toute la propagande sur la sauvegarde de la santé des Parisiens est quand même gobée assez facilement par une partie de la population. Installez-vous, entrez, vous avez des places au fond des deux côtés. Merci. » Et, cette propagande est finalement assez bien digérée par un certain nombre de gens. Donc on entend souvent parler d'Anne Hidalgo, mais très rarement de Macron ou de La République En Marche à Paris. Donc ils ont certainement, dans certains arrondissements un peu bobos, un socle électoral qui ne va pas s'évaporer du jour au lendemain, La République En Marche, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas enterrer Hidalgo du tout, rapidement, et il ne faut pas croire que La République En Marche va faire forcément le score triomphal qui a pu être celui des présidentielles. D'abord, on avait vu, après les législatives, déjà, ça avait échappé à la plupart des observateurs, mais un recul assez fort. Macron a fait à peu près 92-93% au deuxième tour des législatives. Des présidentielles, je veux dire. Aux législatives, ces candidats avaient commencé à reculer, parce qu'il y avait une implantation clientéliste du Parti Socialiste qui a quand même résisté. Et évidemment, avec tous les déboires du gouvernement et du pouvoir macronien au niveau national et dans l'année qui vient,
eh bien, on peut se dire que ce recul peut continuer, et donc la situation n'est pas du tout perdue pour ce qui concerne, je dirais, le clan de gauche élargie, c'est-à-dire les socialistes, les écologistes et les macroniens. Eh bien, la situation n'est pas... Bon, voilà. Bienvenue. Donc, les amis des animaux votent pour aimer Paris. Bon, voilà. C'est la touche un petit peu humaine qui fait humaine et animale. Bon, alors, y a-t-il une telle différence entre les deux? Ça reste un sujet de débat pour les philosophes. Il n'a pas la parole. Ah bon? Enfin, il a une forme de parole qu'on ne comprend pas forcément toujours. Bon, donc on est là pour se présenter des vues. On va discuter, bien entendu, assez librement de la situation politique, non seulement parisienne, mais nationale, bien sûr, avec ce mouvement, cette ébullition, cette sorte de début de soulèvement populaire, donc avec les Gilets jaunes, le problème que ça présente à Paris, les perspectives que ça peut avoir, comment ça va. Salut Olivier, ça fait longtemps. Ça va? Bon. Donc, le problème que ça peut, le potentiel que ça peut avoir et les répercussions que ça peut avoir sur la vie politique parisienne. Donc on va analyser cette situation politique, les différentes forces en présence, et puis l'offre qu'Aimé Paris va présenter d'un point de vue programmatique et les actions militantes qu'on va continuer de faire. Bon, c'est notre deuxième réunion ici, on en avait fait une en juin avant l'été. Bon, il y en aura évidemment d'autres. Il y a eu différentes actions. Non, mais on va le laisser se débrouiller tout seul. Il s'appelle comment? Jim. Ah. Jim le Pariseur. Jim le Pariseur. Ah ben voilà, oui. Voilà, on va l'amadouer. Donc, on a fait différentes actions. Je remercie d'ailleurs ceux d'entre vous qui étaient là pour les distributions de tracts. Il y en a eu un certain nombre. Ça a eu d'ailleurs pas mal de succès. Et on va commencer à mettre des affiches. Ça commence en ce moment. Parce que la clé, malgré tout, à mon sens, du scrutin pour percer le plafond de verre que les médias ont décidé de mettre au-dessus de nos têtes depuis toujours, d'ailleurs, c'est la présence sur le terrain. Ça, c'est une conviction très forte que j'ai depuis les précédentes campagnes. Quand on a fait campagne pour les législatives ou pour les municipales de 2014, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que finalement Paris, ça n'est pas une ville aussi importante, aussi grande que cela, et avec 100, 200, 300 militants bien engagés, vous pouvez être très présent, faire les marchés, mettre des affiches, et donc le militantisme est quelque chose qui a beaucoup d'impact, il ne faut pas du tout le sous-estimer, et de la même manière qu'en quelques semaines de campagne, en 2 mois de campagne à peu près, entrée, montée, voilà, oui, vous êtes bien arrivés. C'est bien ici. Voilà. Il y a des sièges au fond et des sièges ici aussi. Voilà. Eh bien, en quelques semaines de campagne, on avait fait pratiquement 5% de suffrages dans les 15 arrondissements où on était présent, avec Paris libéré. Et donc, en plus d'un an et demi de campagne, je ne doute pas qu'on ait un potentiel important, d'autant qu'on va pouvoir, chemin faisant, faire nouer des accords, des alliances et créer un mouvement qui va, au regard de l'émiettement de ce que peut être la gauche aujourd'hui et de ce qu'on a aussi dans les partis de droite traditionnels, entre guillemets, eh bien, être une espèce de force qui va attirer autour de nous les énergies pour pouvoir l'emporter finalement par un jeu d'alliance qui, de toute façon, est naturel et nécessaire dans le cadre du scrutin parisien, qui est un scrutin très particulier, que les gens n'ont pas forcément tout à fait en tête aussi, puisque on peut se maintenir déjà quand on dépasse 10% des exprimés, pas 12,5% des inscrits, et puis il y a une très très forte prime à la liste qui arrive en tête, et je doute malgré tout que La République En Marche ou les hidalguistes au sens large, et même les Verts, qui se présenteront très certainement au premier tour sous leur couleur propre, parce qu'ils pensent avoir le vent en poupe avec toute l'idéologie qui domine actuellement sur la question du réchauffement climatique, la COP21, etc., etc., et avec les bons scores qu'ils ont fait quand même récemment à Paris. Donc il y aura un émiettement qui peut faire que la situation est totalement imprévisible, et que dans cette situation imprévisible, ce qui permet de l'emporter, c'est la détermination, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de ne pas se poser de questions, et d'être présent sur le terrain pour aller à la rencontre des Parisiens, donc de toutes les manières possibles. Voilà.
Donc, j'ai brossé un tableau général de ce qui va se passer effectivement dans les semaines, les mois qui viennent. Je vais rappeler les règles simplement de cette soirée. Vous avez des boissons, elles sont à libre disposition avant, après, quand on aura fini de débattre. Si vous pouvez contribuer en mettant 5 € au moins, voire plus, dans la petite corbeille à côté, ça nous aidera à couvrir les frais, voilà, de la soirée, mais vous pouvez vous servir comme vous le souhaitez. Bien, donc la situation politique, voilà, j'en ai parlé rapidement, on en avait déjà débattu entre nous, elle n'est absolument pas figée, et évidemment je suis prêt à répondre à toutes les questions, on peut en parler tout à fait librement, elle n'est absolument pas figée. Je crois qu'il y a des forces qui se lèveront et qui, face à la situation, au fait que malgré tout, au dernier moment, la perspective de voir Hidalgo réélu cabrera une large majorité de Parisiens, parce que ça, ils vont se rendre compte, et nous, avec tout le travail qu'on fait, ils se rendront compte que c'est quelque chose de purement insupportable et que l'espèce de force délétère qui détruit Paris, si elle avait un nouveau mandat de 6 ans, achèverait cette ville dans la crasse, achèverait cette ville dans la dette, achèverait cette ville dans le clientélisme. Donc il y aura, je crois, une espèce de force de réaction saine qui se produira, de la même manière qu'il y aura aussi une réaction importante à l'idée que ça soit la République En Marche qui se serve de Paris comme d'une espèce de sous-secrétariat d'État, comme d'une espèce de vitrine pour la propagande gouvernementale et la propagande donc, du président de la République, pour pouvoir préparer ensuite les échéances de 2022. Donc tout ça devrait donc faire que les choses ne soient pas figées et qu'on a un espace politique qui est réel. Voilà, c'est donc les quelques mots d'introduction. Alors les gilets jaunes, je vais en parler parce qu'évidemment, on en a parlé pas mal sur le site d'Aimé Paris. Alors qui est allé visiter le site d'Aimé Paris récemment? Bon, ah bah quand même, hein, c'est moins inquiétant que ce que j'aurais pu croire. Bon, voilà. Donc on en a parlé pas mal parce qu'évidemment c'est venu perturber un peu notre agenda politique. Bon, on avait prévu des distributions de tracts, comme il y a eu au départ un certain nombre d'entre nous qui se sont joints aux différents cortèges. Bon, on ne peut pas non plus multiplier les actions militantes à raison de 2 ou 3 par semaine. Ça a rapidement raison des capacités de chacun. Bon, c'est effectivement un phénomène dont on a pu croire semaine après semaine qu'il allait décélérer ou disparaître. En fait, on se rend compte qu'il est résilient, comme on dit, qu'il résiste. Alors, on dit Paris, c'est pas du tout un terrain favorable aux gilets jaunes. Les Parisiens, ils sont bobos, ils n'aiment pas ça. Les gilets jaunes ont cassé dans les arrondissements du 8e, du 7e, du 16e. Ils ne sont pas du tout populaires. Bon, en fait, on n'a aucune, il faut avoir, je crois, clairement à l'esprit qu'on n'a aucune certitude à ce sujet. C'est des pures conjectures, c'est des pures digressions journalistiques. Moi, quand je vais dans les manifs ou quand je les vois passer, il y a quand même beaucoup de Parisiens que je reconnais, que je connais, qui sont là. Donc c'est pas du tout une espèce de césure Paris-Province, hein, ce qui se produit. C'est un peu ça, mais c'est pas que ça, loin de là. Et puis, bon, évidemment, il y a aussi le fait que les phénomènes de casse qui ont été d'ailleurs largement laissés libre cours, enfin dont le cours a été laissé libre par le gouvernement parce que ça discrédite le mouvement, sont évidemment quelque chose de très... d'assez péjoratif quoi, pour les Parisiens. Cela étant, ça n'a pas provoqué non plus le rejet qu'on pouvait imaginer. Et il y a quelque chose qui s'est passé hier qui m'a un petit peu fait sourire, c'est que le gouvernement, de manière indirecte, appelait à un rassemblement sous le nom de Foulard Rouge, place de la République, place bien connue de nos services. Après, il y a peut-être quelques anciens de Vigilance République, l'association qu'on avait créée au moment des travaux, qui sont là. Donc, et ils pensaient que ça serait un phénomène de foule, que des centaines de milliers de gens allaient s'inscrire sur leur site. Ils arrivaient péniblement à 8-10 000. Bon, en plus, ils ont commencé à avoir peur en disant « Ah oui, mais la sécurité n'est pas forcément assurée », moyennant quoi ils ont annulé hier le rassemblement. Donc, c'est annulé. Donc, imaginez par exemple que les gaullistes, en 1968, 3 jours avant la grande manifestation sur les Champs-Élysées, avaient tout annulé. Bon, ça aurait peut-être pris un autre cours, les événements à l'époque. Donc, on sent bien qu'il y a aujourd'hui une espèce de
de fractures de plus en plus fortes entre ce qui se passe réellement sur le terrain ou dans la rue, où finalement la contestation dure, parce qu'elle est fondée sur des problèmes de pouvoir d'achat, essentiellement. On rencontre beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts, et ça ne va pas disparaître avec simplement un grand débat ou un subterfuge de communication quelconque. Donc tout ça va durer, et donc je ne sais pas qui nous fait de la musique là, mais voilà. Bon. Bienvenue. Ben, il reste encore de la place devant ou derrière. Voilà. Bon. Et donc, ça va durer et ça va être un élément politique qui va perturber un peu notre calendrier politique, c'est sûr. Bon. Alors, le mouvement des Gilets jaunes, il recèle des choses très positives malgré tout, qui est quand même le fait qu'il y a cette espèce de défiance. Bon, si, par exemple, les médias ne nous donnent pas beaucoup la parole, ou très peu, et à d'autres que nous d'ailleurs, dans notre association, bon, on n'est pas les seuls à en souffrir, des tas de gens. Donc c'est la recherche d'une espèce de réappropriation par le peuple dans ce qu'il est difficile à définir, d'une parole aussi. Et puis c'est, bon là c'est, donc c'est également le fait qu'il y a ces difficultés de la vie quotidienne qui vont perdurer, qui ne disparaîtront pas de sitôt, et donc il va falloir intégrer cette situation à notre propre calendrier, parce que personne ne sait comment, oui installez-vous là, il n'y a pas de souci, personne ne sait comment les choses vont tourner. Il se peut, pour l'instant ça n'a pas vraiment encore tourné tout à fait au vinaigre, d'abord parce qu'il n'y a pas eu, ça a été une répression extrêmement féroce, comme on n'a jamais vu depuis la guerre d'Algérie. Mais il n'y a pas eu de mort, à part une pauvre femme qui a reçu, donc, je crois, une grenade de désencerclement, un flashball dans le visage au tout début, et qui était simplement à sa fenêtre, donc il n'y a pas eu de mort. Mais si demain, comme à un moment sur les Champs-Élysées, un policier de la BAC, qui normalement n'est pas du tout fait pour contrôler les mouvements de foule, qui est là pour lutter plutôt contre le banditisme, d'accord, panique, sort son arme et commence à tirer dans la foule, là ça peut changer les choses complètement, de la même manière que peuvent changer les choses complètement, des choses aussi incongrues que la fin des partiels dans les universités, qui fait que les premiers beaux jours, les étudiants ont envie de s'y mettre, ou qu'il se passera malgré tout, parce que la base de la CGT, enfin les dirigeants de la CGT n'ont pas voulu suivre le mouvement, bon, mais la base, elle, commence à le suivre. Si à un moment les dirigeants de la CGT sont dépassés par les événements, il peut y avoir une espèce de convergence, on ne sait pas comment les choses vont tourner, et ça aura forcément des conséquences sur notre action à Paris, de la même manière que les élections européennes vont avoir des conséquences qui sont pour nous assez favorables à Paris. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de grands partis, comme les Républicains, bon, ils sont obnubilés par cette échéance et ce calendrier-là, et jusqu'à ce moment-là, de toute façon, bon, ils n'auront pas la capacité vraiment de faire taire les divisions et la foultitude de candidats qu'il peut y avoir chez eux, dont aucun, pour l'instant, n'émerge. Donc on est dans une situation extrêmement fluide, dans une situation finalement qui est assez favorable, dans une situation où quand on distribue des tracts, on met des affiches, on sent qu'il y a quand même un bon retour, et ce qu'il va falloir, c'est occuper le terrain, aller à la rencontre des Parisiens, et ça paye électoralement énormément. Ceux qui étaient dans certains arrondissements, je vois des anciens de la campagne du 10e arrondissement, bon, voilà, ils sont encore là, bon, savent qu'il y a eu des quartiers, par exemple, où on a été très présents, même si la campagne n'a duré que 2 mois, du côté de Saint-Vincent-de-Paul, etc. On a dépassé les 7% dans les bureaux de vote, donc c'est pour 2 mois de campagne pour un parti à l'époque qui n'était pas du tout structuré, c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal. Et ça, donc, en 15-16 mois, parce qu'on a commencé il y a 3-4 mois, voilà. Ça devrait porter ses fruits, de la même manière que vous avez pu, pour certains d'entre vous, alors qui a vu les affiches qu'on a commencé à poser? Voilà. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas encore très présentes, mais je vous assure, d'ici 15 jours, 3 semaines, personne ne pourra y échapper dans Paris. Donc, d'ailleurs, on va faire aussi, à la fin, l'appel de tous ceux qui voudront, via le site, participer au collage de nuit ou à d'autres opérations de distribution de tracts. Et de la même manière qu'aussi, on va mettre des pochoirs à certains endroits. Donc, tout le monde, d'ici le mois de septembre, pratiquement à Paris, aura entendu parler de nos actions et d'Aimer Paris et de notre présence sur le terrain. Et tout ça aura des effets nets sur les mentalités. Bon, j'ai brossé un peu dans le désordre
à grands traits à la fois les différentes actions et la situation politique sans trop entrer dans le détail non plus de la vie des partis et de ce que on peut imaginer comme alliance, parce que bon, mon objectif et notre objectif, ça doit être de n'avoir aucune exclusive, de s'allier avec tous les gens qui veulent, en dehors des schémas traditionnels, eh bien faire qu'à partir de 2020, on n'ait pas effectivement Hidalgo qui continue de plomber les finances, parce que ça deviendra infernal. Là, elle sera obligée, en matière financière, elle est tellement dans une nasse qu'elle sera obligée d'augmenter très lourdement les impôts. Pour la circulation, ils ont déjà annoncé la couleur, et ils le feront surtout dans le cadre d'une alliance avec les Verts. Ils mettront le stationnement des 2 roues motorisées payant. Voilà, ça va arriver. Donc tous ceux qui roulent à moto, à scooter, etc., ils devront payer. Ils mettront tout payant. Les droits tous les droits possibles et imaginables augmenteront. Ils continueront de mettre des pistes cyclables complètement délirantes. Je ne sais pas. Alors il y a des spécialistes de la question de la rue de Rivoli, là, c'est au fond de l'autre salle. Bon, c'est devenu, mais vraiment, enfin, la piste cyclable est pratiquement plus large aujourd'hui que la chaussée pour les véhicules. Bon. Et donc, ça sera la même chose, boulevard de Sébastopol et dans tous les boulevards parisiens, parce qu'il faut qu'un système complètement démentiel aille jusqu'à son terme. C'est un système dogmatique. Un système dogmatique ne connaît de limite que dans l'effondrement. Donc, ils finiront par s'effondrer. Ça sera un effondrement financier, ça sera un effondrement dans la rue. Une gabegie aussi de leur incapacité à régler et à faire travailler les services municipaux est quand même quelque chose de phénoménal, malgré les sommes extrêmement importantes que la ville de Paris dépense dans ses services de propreté, parce qu'on a des dépenses phénoménales. Il ne faut pas croire que Paris néglige les services de propreté du point de vue des dépenses. Eh bien, Paris n'a jamais été aussi sale, alors qu'il y a des solutions simples, mais à chaque fois, ce sont des solutions qui heurtent les dogmes de la mairie. Et donc, si jamais Hidalgo est réélu, ce sera, alors là, véritablement une catastrophe. Et je pense que là, on pourra songer à aller s'expatrier et à aller ailleurs, d'autant qu'on suivra un mouvement qui est bien engagé, puisque il y a eu un colloque d'ailleurs qui a été donc organisé à la région il y a peu de temps sur ce thème. Il y a Paris perd à peu près 12 000 habitants tous les ans. C'est considérable et ça peut s'accélérer. Et donc ça signifie qu'en une mandature, si ça passe à 15 000, vous voyez, c'est presque une ville de 100 000 habitants. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même colossal, alors que Paris ne comporte qu'à peu près 2 100 000 habitants aujourd'hui, 2 150 000. Et donc ça, c'est le signe absolu de la faillite de la politique municipale, parce que les gens, du fait du coût de la vie, des encombrements et des nuisances qu'ils subissent, eh bien, ne peuvent plus vivre correctement dans cette ville, en particulier les familles. Donc on a déjà une réflexion sur tous ces sujets qu'on va continuer, qu'on va approfondir. On a une réflexion sur la circulation. Alors, on a mis dans le projet quelque chose qui a suscité des sarcasmes de la part sur Twitter, etc. C'est un projet de percement de tunnels. Un tunnel en particulier est-ouest sous les Marnes et Caillas, donc à une quarantaine de mètres, une cinquantaine de kilomètres sous le sol ici, et un tunnel nord-sud. Bon, les techniques constructives pour faire ces choses ont énormément changé depuis 40 à 50 ans, quand ces projets avaient été abandonnés pour des raisons politiques d'ailleurs. Bon. Et la chose assez drôle, c'est qu'aux États-Unis, des gens qui sont assez innovants comme Elon Musk ou des gens comme ça réfléchissent de plus en plus à ces systèmes comme moyen de réguler la circulation, de décongestionner les villes, parce que Paris, c'est une ville radioconcentrique, et l'idée qu'on peut, en pourrissant la vie, empêcher les gens d'utiliser un véhicule, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais, ils en ont trop besoin. Tous les gens qui ont besoin d'aller Gare du Nord pour prendre un train, pour aller dans une autre ville quelconque, eh bien, et qui viennent de banlieues assez éloignées, ils seront obligés de prendre leur voiture, parce qu'ils ont des bagages, etc. Et tout ça dans une ville extrêmement dense, c'est un nombre suffisant de véhicules pour que de toute façon on ait des embouteillages inextricables, et donc les solutions portées par les écologistes ou la mairie actuellement sont complètement des solutions déviantes et qui ne fonctionneront jamais. Voilà. Donc de la même manière que, alors là je vais être un peu plus polémique et un peu plus méchant politiquement, la République en marche, hein, c'est vraiment le Canada Dry du socialisme parisien avec Griveaux. Griveaux, je pense que ça sera Griveaux qu'on aura en face de nous, parce qu'il a rendu de tels services à Macron depuis quelque temps que si il veut vraiment y aller, que ça sera très difficile pour Macron de ne pas l'adouber. Donc
Et c'est un très bon candidat pour nous parce qu'il est extrêmement antipathique. À chaque fois qu'il ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose, il est vulgaire, antipathique, il méprise le peuple d'une manière, mais enfin, il n'arrive pas à se dissimuler, ceux qui fument des clopes, ceux qui roulent en diesel, etc. Bon, il est ridicule, il a pris la fuite rue de Varennes, c'est pas la fuite à Varennes, c'est la fuite rue de Varennes. Bon, sous prétexte qu'un transpalette a enfoncé sa porte, enfin c'est quelque chose d'absolument grotesque. Et en plus, il a un passé qui ressortira comme lobbyiste grassement rémunéré pour un groupe qui s'appelle Unibail, et où en fait il a servi de porte-valise pour ce groupe et faire prospérer les affaires de ce groupe dans Paris. Ça, de toute façon, chez Hidalgo, ils le savent, on n'aura même pas besoin d'en parler, ça va germer comme champignon à la bonne saison, et donc ça sortira de la même manière qu'il a eu aussi un rôle assez trouble dans l'association Gaïa, la salle de shoot dans le 10e arrondissement. Donc c'est un candidat fragile, c'est un candidat antipathique qui porte en plus les valeurs d'un mouvement qui sera quand même assez largement en perte de vitesse. Bon. Alors on a aussi les républicains. Nous, on sait pas on peut espérer que dans un monde idéal, ils viendront un jour, ils sortiront de leurs chicayas internes, et ils viendront un jour, moi j'espère, dans un grand mouvement qui réunifiera toutes les droites et le centre, et puis tous ceux qui veulent vraiment, oui, installez-vous, salut Raoul, il y a encore de la place au fond, donc, pardon, vous voyez, il y a une place là, voilà. Donc, moi je suis optimiste de nature. Je sais que quand Raoul Delamarque était élu dans le 20e arrondissement, la nature horreur du vide, tous ceux qui en auront assez des guerres intestines, si en particulier les européennes se révèlent assez désastreuses pour les républicains et qu'ensuite ça crée des querelles incessantes entre eux, nous, pendant ce temps-là, on veut offrir une offre politique qui soit une offre d'accueil pour tous les partis, du Rassemblement national aux centristes, aux citoyens, à tous les partis qui voudront, à travers Aimé Paris, dans une offre politique nouvelle, se reconnaître dans quelque chose qui aura des propositions claires sur la circulation, sur les finances. Donc on va proposer une baisse des impôts, donc échelonnée, sur les 6 années avec un vrai contrat de mandature. On va proposer aussi un référendum d'initiative parisienne, il faudra l'appeler autrement parce que sinon ça fait RIP et on pourrait penser que c'est une espèce d'enterrement de première classe. Bon, mais moi je crois tout à fait actuellement que c'est d'ores et déjà possible. Si vous allez sur le site de la ville de Paris, il y a une votation possible, c'est-à-dire que des citoyens, 5%, enfin bon, même ceux qui ont rédigé le texte n'étaient pas capables de l'expliquer une fois qu'ils avaient posé leur plume. Ça n'a jamais été utilisé depuis les 6 ou 8 ans que ça existe. Anne Hidalgo fait une espèce de budget participatif qui est en fait un truc complètement truandé où la section locale du Parti Socialiste s'arrange avec la section locale des Verts pour décider des projets qui vont, quand ils ont une fragilité juridique un peu importante, malgré tout passer sous l'onction populaire en disant c'est le peuple qui nous l'a demandé, quand ils sont un peu trop polémiques. Et donc c'est un subterfuge, ce n'est pas du tout quelque chose d'honnête. Je crois en revanche qu'on peut, en acceptant d'ailleurs les résultats, et quand on voit comment ça fonctionne en Suisse, ça fonctionne de manière assez efficace, sur la fiscalité, sur d'autres sujets, sur l'accueil des migrants, sur la propreté, l'organisation des services de propreté, eh bien on peut permettre aux Parisiens de se saisir de tous ces sujets et de faire des propositions, et le Conseil de Paris les soumettra, donc si on gagne ces élections, à un référendum qui sera en théorie consultatif, mais dont tous les élus accepteront que le résultat s'imposera à eux. Et je prendrai un seul exemple pour ça, pour vous dire à quel point ça peut être un instrument politique assez fort. Pourquoi est-ce que Paris est crasseux? Ce n'est pas tellement les services du ramassage qui ont été privatisés pour la moitié à peu près des arrondissements qui dysfonctionnent, c'est le service du balayage qui ne fonctionne pas. C'est ça qui ne fonctionne pas. Vous voyez les employés, moi je suis désolé pour eux, mais il y en a beaucoup quand même qui glondent, qui fument leur clope et qui roulent en diesel. Bon, avant d'arriver, c'est une plaisanterie naturellement, je le dis pour la caméra. Bon, donc
L'efficacité et la productivité des services de balayage est très faible et déplorable. Si vous prenez des élus qui veulent dire, bon, maintenant aux gens, il y a des solutions pour ça, avec des véritables incitations financières et bon, éventuellement des sanctions si ça ne marche pas, avec des formes de privatisation, mais avec des vrais contrats qui contraignent les entreprises à faire du bon travail. Il y a des villes qui étaient très sales en Europe qui ont réglé ça en 2-3 ans, c'était réglé. Évidemment, vous risquez d'avoir des grèves, vous risquez d'avoir des problèmes politiques. Hein, de la même manière que Chirac, pour ceux qui s'en souviennent, ça avait été terrible quand il avait commencé à privatiser le ramassage à Paris. Il y a eu des grèves qui ont duré des semaines et c'était extrêmement sale pendant des semaines. Bon, il ne faut pas lâcher politiquement, il ne faut pas céder. Bon. Mais si vous le faites après avoir proposé aux Parisiens une nouvelle forme d'organisation et que les Parisiens ont voté là-dessus et que les Parisiens vous ont donné votre accord pour justement vous soutenir dans cette démarche politique, il est beaucoup plus facile à ce moment-là pour les élus de tenir bon dans cette politique qui ne va pas, bon, peut-être que ça marchera facilement, parce qu'il peut y avoir des incitations financières aussi pour les employés. Peut-être que ça se passera plus difficilement, on ne peut pas savoir ça à l'avance, hein, mais en tout cas, il faut être ferme, il faut être clair, et il faut s'appuyer sur la population qui en a marre, et plus que marre, et je pense que ça sera le thème de campagne numéro 1, la propreté, parce que je crois que c'est vraiment aujourd'hui le souci numéro 1 des Parisiens, avec la circulation qui arrive juste derrière, et le logement. C'est vraiment quelque chose où des solutions existent, il faut du courage, et il faut ensuite assumer les choix qui sont faits, et s'appuyer sur la population pour justement mettre les services au travail quand il y a des services qui dysfonctionnent, parce qu'à la ville de Paris, il y a des services qui dysfonctionnent. C'est pas la peine de se raconter d'histoires, et c'est pas la peine non plus de leur raconter des histoires. Et en même temps, il y a une nécessité d'écoute, parce qu'il y a quelque chose qu'on ignore beaucoup parce que c'est tu par les médias, mais Hidalgo et avant lui Delanoë ne peuvent pas présenter leurs vœux, vous voyez ce qu'on fait là ce soir entre nous, aux agents de la ville. Ils ne peuvent plus présenter leurs vœux. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 ou 8 ans, les huées étaient telles, ils ont réuni les personnels à Bercy, les huées étaient telles qu'ils n'ont même pas pu prendre la parole. Vous voyez? Bon, c'est pour vous. Et depuis, il n'y a plus de vœux généraux à tout le personnel. C'est bon. Donc, ils sont extrêmement impopulaires dans les services municipaux, extrêmement, parce qu'ils sont méprisants. Il y a un mépris qui est une espèce de marque de fabrique. Puisqu'ils sont progressistes, donc comme ils sont progressistes, ils ont le droit d'être méprisants, en gros c'est ça qu'il y a au fond de leur esprit, et donc, surtout avec le peuple d'ailleurs, et donc, ça c'est quelque chose aussi qu'il faudra changer. Buvez, discutez, et on attend votre soutien. Voilà.